économiste de formation, après sociologue, devenu sociologue des réseaux sociaux surtout, et en même temps, disons, la particularité et parfois même la bizarrerie de mon parcours, on la voit aussi dans les deux institutions avec lesquelles je travaille aujourd'hui, qui sont surtout Télécom ParisTech, qui est donc l'université, ou plutôt la grande école dans laquelle je suis maître de conférence en sociologie surtout, et l'école des hautes études en sciences sociales. Donc c'est bien quelque chose de différent. Pour vous parler de travail dans le paradigme des plateformes numériques. Jusqu'à la dernière minute, j'avoue, j'ai hésité et j'aurais même préféré intituler cette présentation dans le régime des plateformes numériques, sauf que, hors contexte universitaire, quand on parle de régime, on commence à s'inquiéter, on pense que c'est un régime politique. Et c'est clair qu'il y a aussi des implications politiques des plateformes numériques, mais en fait, je parle plutôt d'un régime de production de valeur. Mais on peut s'accommoder pour une fois en parlant de plateforme, de paradigme des plateformes, parce qu'on va parler en général de ce qui se passe dans vos entreprises, dans d'autres entreprises qui sont d'un type différent, surtout dans des start-up ou dans des grandes entreprises qui sont souvent les grands groupes du numérique internationaux, donc les GAFA ou les AFAMA, comme on les appelle en 2016. On a arrêté de dire les GAFA, on appelle les AFAMA, donc c'est Apple, Facebook, Alphabet, qui est l'ex-Google, Amazon et Microsoft. Et donc, l'idée est surtout de voir ce qui se passe un peu dans toutes les entreprises, donc y compris dans les entreprises françaises qui sont en train d'entreprendre un travail de digitalisation qui n'est pas toujours, disons, décrit de la même manière qu'on a entendu aujourd'hui, mais qui passe par d'abord une insistance, un accent mis sur la production de données et surtout un changement de ratio entre le travail implicite et le travail explicite, c'est-à-dire l'emploi formel. Les plateformes numériques, en tant que paradigme, sont caractérisées par le fait d'être des mécanismes de coordination entre acteurs sociaux. Ces acteurs sociaux sont certains internes, certains externes à la plateforme même, et le principe est que la plateforme opère un travail de crowding out, c'est-à-dire pousser vers l'extérieur de plus en plus d'acteurs. Parfois, ça passe aussi par le licenciement de certains acteurs, et par contre, récupérer et recoordonner ces acteurs quand ils sont devenus un écosystème riche et enrichissant pour la plateforme même, et par contre, ces acteurs qui sont poussés vers l'extérieur se transforment, arrêtent d'être des simples employés d'un point de vue formel ou ancrés à un lieu de travail, et commencent à devenir plutôt des acteurs extérieurs, usagers, coproducteurs, et donc coproducteurs de valeur. Et la question donc revient au régime de production de la valeur qui change dans ce contexte-là, parce qu'on se retrouve aussi face à un changement du ratio entre la partie de création de la valeur et la partie de captation de la valeur. C'est-à-dire que les plateformes sont aussi intéressées à faire en sorte que d'autres dans l'écosystème productif produisent cette valeur et qu'ils soient capables de la harvest, c'est-à-dire de la recueillir. Évidemment, parfois, cela passe par des mécanismes qui sont extrêmement opaques, extrêmement controversés d'un point de vue politique, d'un point de vue légal, d'un point de vue économique, parce que parfois cela relève même de l'exploitation du travail visible ou invisible de certaines personnes. Et dans certains cas, quand on parle évidemment de cas de crowdsourcing, c'est-à-dire de production par les foules, on peut même dire que d'un certain point de vue, ce qui a été décrit au début comme de l'ouverture à l'intelligence collective relève aussi de la captation de cette intelligence collective et de la mise à contribution d'un nombre de plus en plus important de personnes qui ne relèvent pas de l'emploi formel. Là, on revient à ce changement radical auquel on a assisté dans les dernières décennies, surtout avec l'arrivée du digital, le fait qu'on est passé d'un système fordiste qu'on pouvait même définir comme celui dans lequel le collaborateur de l'entreprise était le premier consommateur, donc ça c'était vraiment l'époque de Ford, vous l'avez dit. Par contre là on se retrouve dans l'ubérisme ou dans le post-fordisme, dans lequel par contre au contraire c'est le consommateur qui est le premier
collaborateurs de l'entreprise. C'est vraiment une situation dans laquelle, en plus, on assiste à un émiettement des tâches productives, un émiettement qui est caractérisé en plus par une automatisation croissante et une simplification et parfois une deskilling, c'est-à-dire une décompétentisation, je ne sais pas du français. Merci. Déqualification de ces tâches et donc finalement aussi la création d'un corps social énorme de personnes qui sont mises à la tâche ou alors qui sont tâcheronnées. J'invente, j'innove dans le français, donc voilà, c'est bien d'avoir quelqu'un qui n'est pas langue maternelle, surtout aujourd'hui face à ces réformes qui bouleversent complètement la langue molaire. Que disais-je? Oui, donc des tâches complexes qui pointent surtout vers une simplification qui, évidemment, est fonctionnelle à l'automatisation de ces tâches. Face à ça, on assiste à l'émergence d'un travail d'un type nouveau, qu'on a défini de digital labor. J'insiste sur le fait qu'en français, c'est difficile, voire non souhaitable, de traduire cette expression. Parce que quand on cherche à traduire digital labor par travail numérique, on s'expose à un ensemble de méprises et finalement de confusion. Si on dit, bon, le français est une langue merveilleuse, on est d'accord, mais en même temps, elle n'est pas capable de faire, comme le fait l'anglais et parfois l'allemand, la distinction entre travail en tant que work, c'est-à-dire un ensemble d'activités qui transforment le réel, et travail en tant que labor, c'est-à-dire un ensemble de relations sociales qui façonnent cette production d'activités et production de valeur. Or, l'anglais, heureusement, nous offre cette distinction, donc on l'exploite, et en plus, j'insiste sur le fait que, plutôt que du numérique, là on parle de digital, parce que on le fait avec les doigts, vraiment. C'est un travail du clic, et c'est un travail qui se fait dans certains écosystèmes d'usage, basés sur le plateforme de la plateforme, sur le paradigme de la plateforme, pardon, et je vais rentrer directement dans le premier de ces écosystèmes d'usage. Bon, évidemment, c'est celui dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est le paradigme de Uber, ou de l'ubérification, ou ubérisation, à vous de choisir. Dans un contexte de ce type-là, on peut bien imaginer qu'on est face tout simplement à l'innovation d'un système et d'un secteur particulier, celui des transports urbains. Mais finalement, Uber est beaucoup plus que ça. Si vous êtes un travailleur d'Uber, ou plutôt, entendons-nous, un subcontractor, c'est-à-dire un sous-traitant de Uber, mais finalement que vous soyez chauffeur ou que votre rôle soit différent, vous êtes toujours confronté à une énorme quantité de travail qui n'est pas faite quand vous êtes dans votre voiture, mais quand vous êtes sur la app de Uber. Uber est surtout une plateforme ancrée, basée sur cette app qui a une caractéristique par rapport à tous ses autres concurrents. Elle est excellente du point de vue du design, elle est extrêmement addictive. Je ne sais pas si vous l'avez utilisée, mais c'est effectivement un plaisir à utiliser. Et si vous êtes un chauffeur, vous passez un temps fou, non pas à conduire, mais en train de faire ce qu'ils appellent les dead miles, c'est-à-dire des moments où votre voiture est garée, mais vous passez votre temps à regarder votre dashboard ou à regarder votre score de chauffeur. Évidemment, en tant que chauffeur, en tant que producteur d'un service, c'est important d'avoir un bon score, mais attention, la nouveauté de ce type de plateforme, c'est le fait de ne pas faire la différence entre un producteur chauffeur et un producteur de data qui est un passager. Nous-mêmes, nous tous, à un certain moment, quand nous avons commencé à utiliser Uber, nous nous sommes rendus compte que nous passons un temps fou à renseigner les bios, choisir la bonne photo, comme sur n'importe quel autre média social. Et surtout, si vous êtes un passager de Uber, vous devez faire attention à votre score comme les chauffeurs. Parce que si votre score tombe en dessous de 4,6 aujourd'hui, parce qu'en plus la app devient de plus en plus exigeante, vous avez du mal à trouver votre voiture à 3 heures la nuit quand vous êtes perdu dans le, je ne sais pas quelle banlieue. Et en plus, dans certains cas, vous arrêtez même d'avoir une vie sentimentale, apparemment. Mais, blague à part, il y a en effet le fait que le service soit subordonné à un travail qui est un travail de production de data et qui est un travail aussi d'entraînement d'algorithmes, on y arrive, qui est fait dans ce type d'écosystème d'usage.
Un deuxième écosystème d'usage, c'est ce qu'on appelle le crowd work, ou alors qu'on appelle en français tout simplement du micro-travail. Il s'agit donc de plateformes dans lesquelles on réalise des micro-tâches. Ces micro-tâches sont rémunérées, sont micro-rémunérées, et donc vous êtes un micro-travailleur de ces plateformes. La plus célèbre en France est certainement Amazon Mechanical Turk, parce qu'évidemment il y a le logo de Amazon derrière. Pour la petite histoire, ce service s'appelle Mechanical Turk parce qu'il est basé sur une métaphore ou une légende qui remonte au 19e siècle, le fait qu'à un certain moment existait, apparaît-il, un automate qui était un turc joueur d'échecs, plutôt un robot déguisé en turc qui défiait aux échecs les grands d'Europe. Apparemment, Napoléon même aurait joué contre le turc robot. Et en plus, le turc aurait gagné. Il se trouve que, d'ailleurs, cet automate était un faux automate. Au fait, il s'agissait d'un dispositif dans lequel était cachée une personne, certains disent un amputé, certains disent un nain, qui faisait bouger les pièces. Et Amazon Mechanical Turk est basé sur la même métaphore. Il fait de la artificial intelligence, c'est-à-dire il fait réaliser à des foules moins intelligentes que celles dont on parle d'habitude, des foules de personnes qui réalisent des tâches un peu à l'aveugle parfois, mais ces foules réalisent le travail que les intelligences artificielles aujourd'hui ne sont pas capables de réaliser. Par exemple, voilà, c'était ça le turc, par exemple, un travail de reconnaissance d'images ou de textes. Si vous êtes face à des centaines ou des milliers de billets de caisse de ce type-là, et vous ne savez pas de quoi il est question dans cette quittance. Voilà, c'est quoi la transaction dont il est question. Une intelligence artificielle pourrait prendre un temps fou. Par contre, des centaines, voire des milliers d'utilisateurs peuvent, en moyenne, être assez corrects dans leur travail. Ou alors, par exemple, il s'agit de, que sais-je, créer des playlists à partir de morceaux de musique. Les intelligences artificielles sont très mauvaises à reconnaître le reggae, apparemment. Donc, par contre, les êtres humains, ils s'en tirent pas mal. Et, ou alors, par exemple, reconnaître des photos. Voilà, encore une fois, reconnaissance d'images. Le principe d'Amazon Mechanical Turk est que, bon, il a deux catégories d'utilisateurs, des recruteurs et qui demandent des HITs, donc des Human Intelligent Tasks, et des turkers, qui sont les travailleurs et voire même carrément les prolétaires d'Amazon Mechanical Turk. Bon, Amazon Mechanical Turk est très connu en France. En même temps, je suis un peu mal à l'aise parce qu'elle est assez confidentielle comme, en termes d'effectifs. Comme plateforme. On parle de 500 000 utilisateurs. D'ailleurs, Amazon a fait un travail de purge à plusieurs reprises parce qu'ils étaient confrontés à des problèmes de fraude, surtout venant de certains pays. Là, il y a aussi un problème de différence entre le nord global et le sud global. Et à un certain moment, a décidé de se limiter. Par contre, il y a d'autres... voilà, ça c'est une fiche de paye, pour ainsi dire, ou de micro-paye dans laquelle vous recevez à la fin du mois quelques dollars ou quelques centimes de dollars pour les tâches que vous réalisez. Mais je vous disais, il y a 500 000 apparemment turkers. Par contre, dans d'autres pays, on a des dizaines de milliers d'utilisateurs. Ceci est Zhubaije, qui est un peu le Mechanical Turk chinois, qui a 13 millions d'utilisateurs. Bon, encore, c'est des bribes par rapport à la population de la Chine. Mais il y en a d'autres, par exemple Upwork, qui fait 8 millions d'utilisateurs. Et ces plateformes continuent de se multiplier. Et en plus, le même principe commence à s'installer dans d'autres secteurs. En France aussi, on a notre petit Mechanical Turk s'appelle Full Factory, qui promet de faire du taylorisme digital. Donc, taylorisme digital, c'est surtout basé sur le fait d'être micro-payé et donc de réaliser des... Sincèrement, c'était pas une blague, c'était vraiment l'idée de base, l'idée d'avoir des micro-tâches qui sont micro-rémunérées. Mais là, peu à peu, on arrive à la question qui, à mon avis, est la plus intéressante. Le fait que, quand on est sur ces plateformes-là, on est en train de réaliser des tâches qu'on réalise gratuitement sur d'autres plateformes. Des plateformes que tout le monde connaît et que tout le monde utilise. Par exemple, Google.
quand on se sert de Google, on est en train de faire la même chose qu'on fait quand on est sur Amazon Mechanical Turk. Pourquoi? Parce qu'Amazon Mechanical Turk, après tout, est un service d'entraînement d'algorithmes. Vous êtes en train d'apprendre à des intelligences artificielles à réaliser des tâches qu'elles ne sont pas capables de réaliser aujourd'hui. Les intelligences artificielles ne sont pas capables de reconnaître du reggae, ni de reconnaître les chatons dans les photos. Et par contre, si des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'utilisateurs leur apprennent à reconnaître des chatons, à reconnaître du reggae, tôt ou tard, ils apprennent. Même chose pour l'algorithme de Google. À chaque fois que vous saisissez un mot dans le moteur de recherche, vous êtes en train d'enseigner quelque chose à cet algorithme et de l'entraîner un peu. Et ou alors, par exemple, d'autres formes de travail implicite qui devient carrément invisible parce que là, vraiment dissimulé, bah, c'est ce que vous avez avec le reCAPTCHA. Bon, c'est un service que tout le monde a utilisé à un moment ou à un autre pour récupérer un mot de passe, pour laisser un commentaire sur un blog ou sur un forum. Il vous demande de reconnaître deux mots plutôt difficiles à lire, mais ce que vous ne savez pas est que vous êtes en train de reconnaître ces mots pour l'algorithme de reconnaissance textuelle de Google Books ou dans certains cas pour Google Street View. Et en plus, reCAPTCHA est en train de s'améliorer, de se perfectionner. Il est devenu aujourd'hui NoCAPTCHA reCAPTCHA. Et donc, si vous voulez montrer que vous n'êtes pas un robot, parce que les robots ne sont pas capables de faire ça, eh ben vous devez reconnaître qui est donc un joli chaton là-dedans, et pas un chien ou d'autres bêtes de ce type-là. Voilà, donc finalement, on est constamment en train de réaliser ce type de travail, et en plus, on est en train d'étaler sur ce travail, ou alors de le présenter sous des formes différentes. Parfois, ce digital labor se manifeste via de user-generated content, c'est-à-dire des contenus produits par les utilisateurs, surtout dans les industries culturelles, mais aussi via des formes d'évaluation et de qualification de biens et de services sur les plateformes, comme par exemple, comme vous êtes sur Allociné et vous laissez des commentaires ou des évaluations. Donc c'est vrai, comme le dit cette pub repérée à New York, que your new content team is working night and weeks, all 3 billion of them, donc il y a 3 milliards de personnes qui produisent des contenus pour certaines plateformes. Et c'est vrai aussi que la question des contenus devient de moins en moins intéressante. Finalement, sur les plateformes, ce qu'on produit, c'est notre sociabilité même. Ce qu'on donne à ces plateformes, c'est des données et des métadonnées sur notre graphe social même. Et donc, ce qu'on donne est surtout un ensemble de clics et un ensemble d'informations qui relèvent plutôt, non pas de la production complète, voire de l'invention, voire de la créativité, malgré l'accent mis constamment sur la créativité dans ce domaine-là. Mais là, plutôt, on est en train de donner du temps et du temps de cerveau, pourquoi pas. Donc certains, donc évidemment les plus marxistes d'entre nous, aiment de résumer tout ça en disant que Facebook est devenu une nouvelle usine et que finalement il y a des prolétaires dans cette usine et qu'en plus ce travail-là est un travail exploité, voire certains disent aliéné. Et même s'il y a beaucoup de débats sur cela, donc en fait il n'y a que du débat sur cela, on se retrouve face à des tentatives de reconnaître à sa juste valeur toutes ces formes de production. Donc il y a certains pas qui, personnellement, me paraissent assez maladroits, mais qui sont quand même intéressants si on en parle. Voilà, par exemple, il y a des réseaux sociaux à la Facebook, comme Tsu, qui est un réseau états-unien, mais il y en a aussi en France. Il y a Wazad qui vient de se créer en France, qui est basé sur le même principe. En fait, c'est des Facebook dans lesquels vous êtes payé pour liker, cliquer et partager des contenus en ligne. Et vous êtes payé aussi pour inviter d'autres personnes à se joindre à ce réseau. Pourquoi? Parce que eux, évidemment, ils monétisent en vendant vos données et vos profils à des régies publicitaires, à des plateformes de pub en temps réel, et en plus, ils sont capables de faire la promesse de vous rémunérer pour les données que vous accordez à la plateforme, selon un modèle, donc Tsu, un modèle dans lequel ils prennent à peine le 10% de cette transaction, de la valeur de votre profil par exemple, et il vous accorde 30% à vous, 30% de 30% à la personne qui vous a invité à rejoindre le profil, 30% de 30% de 30% à l'autre personne qui a invité l'autre personne à se connecter, et ainsi de suite, selon un principe connu comme le phénomène du petit monde. Donc chacun serait lié à n'importe qui d'autre par à peine 6 degrés de séparation,
Et aujourd'hui, la nouvelle d'aujourd'hui est qu'en réalité, sur des profils comme Facebook, c'est 3 degrés à peine de séparation. Mais donc voilà, il y a des manières de rémunérer, il y a des tentatives de s'imaginer comment reconnaître cette valeur, mais en même temps, par exemple, il y a aussi des manières de s'articuler avec d'autres écosystèmes, comme par exemple celui des mobiles, des technologies mobiles et des objets connectés. Par exemple, là, on est face à Fitwalk, qui est un service qui vous paye pour marcher et vous paye en Bitcoin. Donc en gros, vous installez l'application, vous marchez à chaque jour, votre smartphone enregistre votre déplacement, il vous accorde par exemple des points santé parce que vous avez bien bougé aujourd'hui, et il vous rémunère pour cela. Pensez à l'intérêt et à la possibilité de l'articuler, évidemment, avec le travail des assurances, ce qui est déjà le cas, et le fait qu'il y a de plus en plus de passerelles possibles entre cette manière d'envisager l'activité productive articulée, coordonnée par les plateformes et basée sur des écosystèmes productifs qui sont faits d'usagers qui ne sont pas des vrais travailleurs et qui pourtant sont des travailleurs et qui parfois sont micro-rémunérés et parfois ils ne sont pas rémunérés du tout. Et donc, de cette manière-là, on en vient à d'abord le besoin de caractériser cette activité et surtout de chercher à répondre à la question qui est aussi la question qui fâche, pourquoi parle-t-on de travail? Pourquoi on définit ça du digital labor? Bon, on peut parler de travail parce que on a 4 critères qui sont remplis, qui caractérisent une activité travaillée. Le premier est qu'on est face à des activités qui produisent de la valeur pour ces plateformes. C'est de la valeur qui arrive à ces plateformes via la monétisation des données et aussi via, par exemple, des formes de enchères en temps réel ou parfois via l'optimisation de certaines chaînes logistiques ou processus productifs. Deuxième critère rempli, c'est le fait que ces activités soient encadrées d'un point de vue contractuel. Ce contrat, vous ne le reconnaissez pas en tant que tel, mais par exemple, les conditions générales d'usage de n'importe quelle plateforme, de n'importe quelle application que vous téléchargez sur votre smartphone, même s'ils ne se décrivent pas comme des contrats de travail, en même temps établissent d'une manière très claire qui est la personne qui peut utiliser et exploiter d'un point de vue économique le résultat de vos clics, de vos likes et de vos données. Donc finalement, c'est le fruit de ce travail-là qui est défini selon ces standards et ces normes. Troisième principe, troisième critère, est que ces activités soient sujettes à des métriques de performance. Là, on n'est pas face à des activités qui sont libres. Ce ne sont pas des activités véritablement créatives dans la mesure où elles sont encadrées par des métriques de performance. Elles sont constamment mesurées. Et ces métriques de performance, vous les reconnaissez parce que notre activité en ligne est complètement dominée par des compteurs. Vos scores de réputation, le nombre d'amis, le nombre de followers, le nombre de clics, de likes, de partages, de retweets et ainsi de suite. Quatrième critère, qui est certainement celui que, aux oreilles françaises, est le plus difficile peut-être à reconnaître tout de suite d'entrée, c'est le critère de la subordination. En fait, quand on parle de travail, à chaque fois, on insiste sur le fait que ces activités ne devraient pas être reconnues en tant que telles parce qu'elles ne sont pas subordonnées. Mais le problème est que dans la législation française, on ne reconnaît la subordination que quand on parle de subordination contractuelle. Or, dans d'autres systèmes légaux, il faut tout simplement aller dans le sud de l'Europe, donc dans mon pays d'origine, on reconnaît par exemple qu'on a d'autres formes de subordination. Par exemple, quand on parle de parasubordination ou de dépendance économique. Si un travailleur est dépendant économique d'un seul employeur ou d'une seule entreprise, il est reconnu comme parasubordonné. Donc on a une subordination légale, une subordination économique, et avec les plateformes numériques, on a un troisième type de subordination qui est une subordination technique. Et vous la voyez à chaque moment que vous avez décidé, par exemple, de vous acheter un smartphone propriétaire Apple et que vous n'arrivez pas à sortir de l'architecture technique qui a été décrétée, établie pour ce système-là. Ou alors, par exemple, le fait d'être constamment dans un système de relance, d'alerte, de sollicitation, qui finalement est un ensemble souple, et parfois pas si souple que ça, de injonctions au travail. Pensez à combien de fois une plateforme comme LinkedIn vous envoie des relances parce qu'il y a des invitations en attente et vous n'avez pas répondu à des messages ou à des personnes qui cherchent à se connecter à vous. Ou combien de fois vous recevez des pastilles ou des clics ou des bips qui vous préviennent qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec vous et que finalement vous êtes très chaleureusement invité à vous connecter à la plateforme pour laquelle vous produisez des données.
Le dernier critère, ou plutôt le dernier enjeu, parce que c'est un enjeu ouvert, c'est celui de la rémunération. Parce que si on admet que tout travail demande ou a besoin d'une rémunération, finalement, là on est face à un travail, un digital labor, qui n'est pas toujours rémunéré, mais qui plutôt s'étale ou alors se situe sur un continuum entre travail rémunéré à la tâche, pensez à Uber, pensez à Airbnb, pensez à HomeJoy, TaskRabbit, tous les autres entreprises qu'on appelle de l'économie collaborative, mais aussi du travail micro-rémunéré, pensez à Mechanical Turk, mais aussi du travail complètement gratuit. Et là, on en vient aux besoins qu'on a à ce moment-là. Il me reste encore combien de temps? J'ai déjà mangé tout mon temps? Hein? Pas loin, ok. 3 minutes? 3 minutes, très bien. Donc, premier enjeu, c'est apprendre à réinterroger la notion même de travail. Face à cette prolifération de plateformes numériques qui opèrent ce type de coordination, là, on doit vraiment se demander si la vieille devise du syndicalisme du XXe et du XIXe siècle, nous voulons 8 heures pour travailler, 8 heures pour nous amuser ou alors pour nous former et 8 heures pour nous reposer, est encore valable dans un système dans lequel finalement vous vous réveillez et avant même d'avoir pris le premier café, vous avez relevé votre mail, vous avez vérifié si sur Facebook il y a des gens qui ont liké votre post. Dans ce contexte-là, en plus, quand on est face à un système dans lequel, évidemment, les dispositifs mobiles deviennent omniprésents et les dispositifs du type objet connecté deviennent aussi de plus en plus présents, peut-être qu'on a besoin de faire évoluer le nom même du travail. C'est pourquoi certains, aujourd'hui, préfèrent parler d'autres notions. Parfois, ils le définissent comme du hyper-emploi, donc le travail qui a saturé nos temps de vie, et le moment où vous arrêtez de travailler pour l'entreprise qui vous emploie formellement, vous rentrez chez vous et vous travaillez un peu pour Apple ou pour l'objet connecté qui, en gros, enregistre, produit des données à partir de votre sommeil, de votre repas, donc en gros de toutes les activités qui normalement ont été excluses de l'activité productive. Ou alors certains parlent du brouillage, ou insistent sur le brouillage entre les frontières de l'activité productive et du loisir, et ils parlent de leisure, donc de work and leisure, ou de playboard, donc de play and labor. Mais par-delà cette vision qui peut être ludique de ces activités productives, il y a aussi un ensemble de conflictualités qui se préparent et un ensemble de tensions et un ensemble de phénomènes qui se mettent en place aujourd'hui autour du digital labor qui nous permettent de dire que si vous avez entendu pour la première fois aujourd'hui parler de cette notion-là, il y a des fortes chances que la prochaine fois vous entendiez à nouveau cette notion en référence, un lien avec une lutte syndicale ou une revendication ou des formes de conflictualité parfois extrêmement fortes. Bon, l'exemple, vous l'avez sous les yeux, parce que c'était il y a quelques jours et c'était il y a 1 an encore. Évidemment, il y a une certaine plateforme, ou alors les travailleurs d'une plateforme à l'ancienne, G7, Taxi Bleu, etc., qui se fâchent vis-à-vis des travailleurs de l'autre plateforme, la nouvelle, donc Uber. Mais il ne faut pas oublier non plus, ça c'était juin 2015, mais c'était aussi il y a quelques semaines, il y a 1 semaine. Et par contre, quelques mois après, il y avait les chauffeurs de Uber qui étaient déjà descendus dans la rue pour demander des meilleures conditions de rémunération et de meilleures conditions de travail. Même chose se passe aux États-Unis, entendons-nous bien. La même chose s'est passée pratiquement il y a 1 semaine et demie dans la ville de San Francisco. La plateforme Yellow Cab, qui était la plateforme des taxis à l'ancienne de San Francisco, a dû déposer son bilan. Et par contre, 2 jours après, il y avait les chauffeurs de Uber qui étaient dans la rue, et plutôt sur les autoroutes, en train de manifester contre leur propre entreprise. Même chose se passe autour, par exemple, des contenus générés par les utilisateurs. Il y a un ensemble énorme d'actions en justice, recours collectifs contre les grandes plateformes à la Google, à la Facebook. Il y a aussi un ensemble d'activités qui concernent les syndicats à l'ancienne. Par exemple, même si en France le système est un peu plus immobiliste, on va dire, dans d'autres pays, en Allemagne, il y a des grands syndicats comme la Fédération allemande des syndicats et surtout IG Metall, qui est le syndicat des métallos allemands. C'est le plus grand syndicat d'Europe en termes d'adhérents, 3 millions d'adhérents, qui ont décidé de lancer une plateforme pour les travailleurs des plateformes.
c'est de l'homéopathie pratiquement. Hein. Ils cherchent à guérir un mal par un mal. Donc en gros, c'est la plateforme Fair Crowdwork, qui est une plateforme dans laquelle vous vous connectez. Si vous êtes employé, que sais-je, de Uber ou de TaskRabbit ou de Amazon Mechanical Turk, vous pouvez évaluer vos recruteurs et vous pouvez évaluer les conditions de travail et les conditions de rémunération. Après, évidemment, il y a aussi des questions de tension entre, bon, là ça devient vraiment un problème géopolitique, entre le nord du monde et le sud du monde. Parce que si on regarde par exemple qui sont les recruteurs de ces plateformes et qui sont les micro-travailleurs des plateformes, surtout celle à la Amazon Mechanical Turk ou à la Odesk qui est désormais devenue Upwork, donc elle a changé de nom. Là, vous voyez, la plupart des recruteurs sont aux États-Unis. C'est le cercle marqué en rose. Par contre, l'énorme majorité des cliqueurs et des micro-travailleurs, et ils sont en Indonésie, Bangladesh, Philippines, Chine, Ukraine, Russie. Donc là, vraiment, on a un problème de tension possible et qui vont se manifester très vite entre nord du monde et sud du monde aussi. Sans parler de la dernière et de la plus intéressante, à mon avis, parce que je vais terminer sur cela, des tensions, c'est celle qui se manifeste autour de la reconnaissance de la valeur des métadonnées sur les grandes plateformes sociales qui ont fait le succès des usages d'Internet des 5 dernières années. Là, je pense typiquement à ce qui se passe encore aujourd'hui, ce qui se passe, parce qu'en fait, on attend la décision de justice dans quelques mois, dans l'action de Europe versus Facebook. Europe versus Facebook est une ONG autrichienne qui a monté un recours collectif de 25 000 personnes, c'est rien, contre Facebook. C'est 25 000 citoyens européens qui ont demandé un chiffre symbolique, 500 € chacun, c'est rien, pour l'usage que Facebook a fait de leurs données personnelles. Okay, donc c'est un forfait, 500 € chacun pour 25 000 personnes. Ça fait 12 millions et demi d'euros. C'est rien pour aujourd'hui. Mais imaginez-vous, s'ils ont gain de cause, qu'est-ce qui va se passer au niveau européen et international si seulement 1% du milliard et demi d'utilisateurs de Facebook décident de demander, et ils auront de la jurisprudence derrière eux, de demander le même montant. Là, on va se retrouver peut-être face à, disons, un scénario qui est très différent du scénario actuel, dans lequel, en gros, on concède et on laisse capturer notre travail numérique de la manière la plus généreuse et peut-être même de la plus simpliste du monde.